Julius Schaub. Alors que le Troisième Reich s'effondrait, Julius Schaub, chef des aides personnelles d'Adolf Hitler et l'un des membres les plus anciens de son entourage, se retrouva pris dans une paradoxale situation typique des cercles intimes du pouvoir. Il avait vu et géré pendant des décennies les détails du quotidien du dictateur, mais sa fonction, au moment de la débâcle, se réduisit à effacer les traces. Dans les derniers jours d'avril 1945, Berlin étant encerclé, Hitler donna à Schaub un ordre précis et répété: détruire des documents et des effets personnels. Schaub brûla des papiers provenant de coffres-forts et de dépôts liés à la chancellerie et au bunker et reçut également pour instruction d'éliminer des contenus conservés hors de la capitale, y compris des biens et des archives associés aux résidences et aux lieux de passage du dictateur. Ce type de tâche n'avait rien d'anodin. Schaub n'était pas un simple secrétaire administratif, mais le gardien de ce que Hitler considérait comme privé, ce qui incluait la correspondance, des notes, des objets et du matériel susceptible d'être compromettant ou, à tout le moins, utile pour reconstituer les routines, les relations et les décisions du cercle interne. Cette phase finale marque la rupture de son histoire. À partir de là, Schaub cessa d'être l'homme à la mallette pour devenir un fugitif de plus dans un pays vaincu. Selon les archives disponibles, il tenta de circuler avec de faux papiers et alla jusqu'à se présenter sous le nom de Joseph Huber. Il fut arrêté par les troupes américaines le 8 mai 1945 à Kitzbühel, en Autriche. Sa capture ne constitua pas la fin immédiate de l'affaire, mais le début d'une longue période de détention et d'enquête. Schaub resta détenu jusqu'au 17 février 1949. Durant ces années, l'attention alliée portée à des figures comme lui combinait deux questions: ce que savait réellement un homme placé si près du dictateur et surtout, ce qui pouvait être démontré par des preuves documentaires ou testimoniales. Dans l'après-guerre, la proximité avec Hitler constituait en soi un élément lourd de sens, mais les procédures dépendaient de catégories juridiques et de preuves concrètes. C'est là qu'apparaît le point clé de sa sortie du labyrinthe judiciaire. Dans les procédures de dénazification, Schaub fut classé comme Mitläufer, terme signifiant littéralement « suiveur » ou « compagnon de route », une catégorie qui, en pratique, le plaçait en dessous des grands responsables criminels auxquels on attribuait la décision, la conception ou la direction directe des politiques de répression et d'extermination. Dans le même esprit, les références disponibles indiquent qu'il ne fut ni inculpé ni formellement lié à des crimes de guerre. Parallèlement, des archives de photojournalisme situent la résolution judiciaire de son cas en Allemagne au début de 1949. Schaub y est mentionné comme acquitté par le tribunal régional de Munich le 21 février 1949. Cette date correspond à la fin de sa période de détention et à l'issue typique pour plusieurs membres de l'entourage administratif et de service du régime. De longs interrogatoires, des examens approfondis, une classification dans le cadre de la dénazification et, finalement, une réinsertion discrète dans l'Allemagne d'après-guerre. À partir de ce moment, Schaub se replia sur une vie de faible visibilité. Contrairement à d'autres figures du nazisme restées liées à des procès emblématiques ou à des décennies de poursuites internationales, sa trajectoire ultérieure n'est associée, dans les sources générales, ni à un rôle public notable, ni à une militance visible après-guerre. Sa biographie, du point de vue documentaire, se clôt sur des données simples. Il mourut le 27 décembre 1967 à Munich, sa ville natale. Wilhelm Brückner. Si Julius Schaub fut, jusqu'au bout, l'exécutant des ordres privés de Hitler, Wilhelm Brückner représente un autre type de proximité, celle du vieil entourage, qui, avec le temps, fut écarté par des intrigues internes avant même l'arrivée de la défaite. Brückner avait été le chef des aides de Hitler durant la seconde moitié des années 1930, avec une autorité directe sur le personnel entourant le Führer: assistants, huissiers, valets, gardes du corps, aides militaires. Il s'agissait d'une fonction mêlant logistique, accès et contrôle du périmètre humain du dirigeant du Reich. Mais sa chute dans l'organigramme fut antérieure à 1945. En octobre 1940, il cessa d'être chef des aides, remplacé précisément par Schaub. Selon les récits biographiques, ce remplacement fut lié à l'influence croissante de Martin Bormann et à la reconfiguration du cercle immédiat en pleine guerre. Brückner, jusque-là visible et connu à la chancellerie, passa à l'arrière-plan, et ce déclassement eut une conséquence décisive sur son destin. Lorsque le Troisième Reich se désintégra, Brückner n'était déjà plus au centre névralgique du bunker ni intégré au dispositif des décisions de dernière heure.
Sur le plan formel, sa trajectoire pendant le conflit changea également. Il s'engagea dans le Heer, l'armée régulière, et à la fin de la guerre, il avait atteint le grade de colonel. Ce détail peut sembler bureaucratique, mais il ne l'est pas. Dans l'après-guerre, les Alliés et les tribunaux de dénazification avaient tendance à évaluer différemment ceux qui étaient restés dans des fonctions partisanes de pouvoir et ceux qui avaient terminé dans l'appareil militaire conventionnel, même si la frontière était souvent moralement insuffisante. Après la capitulation allemande, Bruckner fut interné par les autorités militaires américaines. Cet internement s'étendit, selon les synthèses biographiques, de 1945 à 1948. Il s'agit d'une période clé, car elle marque une différence par rapport à d'autres proches de Hitler. Bruckner ne fut pas détenu pendant des semaines ou des mois, mais pendant des années. Cela suggère que, bien qu'écarté du cercle final, il était toujours considéré comme un témoin précieux de la machinerie interne du régime et aussi comme un individu à classer dans la hiérarchie des responsabilités que les Alliés tentaient d'établir dans l'Allemagne occupée. La dénazification, en pratique, ne constitua pas une formule unique, mais un système variant selon les zones et les périodes, traversé par des nécessités politiques et par l'évolution de la guerre froide. Néanmoins, les catégories comptaient. Elles pouvaient déterminer la perte de biens, des restrictions professionnelles, des peines d'internement ou de travail forcé, ainsi que le degré de stigmatisation juridique. Dans le cas de Bruckner, le verdict le plus souvent cité est précis et daté. Le 14 septembre 1948, il fut classé comme principal coupable ou grand contrevenant, avec une peine de 3 ans et demi dans un camp de travail et la confiscation partielle de ses biens. Ce jugement le distingue d'autres membres de l'entourage domestique de Hitler qui, dans différents processus, furent qualifiés de simples suiveurs ou Mitläufer. Bruckner n'était pas seulement un employé de service, il avait détenu un rang, un commandement et un niveau réel d'autorité sur l'appareil personnel du Führer à une époque où le régime était déjà pleinement consolidé. Sa condamnation, sans le placer au sommet criminel du nazisme, reflète néanmoins que les autorités de l'après-guerre le considéraient comme plus qu'un accompagnateur passif. Après 1948, l'histoire de Bruckner devient moins visible, comme ce fut le cas pour de nombreux cadres intermédiaires du Reich qui, sans être des figures emblématiques des grands procès internationaux, se fondirent dans l'Allemagne de l'Ouest sous un profil discret, avec des dossiers administratifs et des trajectoires personnelles qui revinrent rarement sur le devant de la scène. Dans son cas, la donnée finale est simple, presque sèche. Il mourut le 18 août 1954 à Erbsdorf, en Haute-Bavière, en Allemagne de l'Ouest. Emil Maurice. Dans la cartographie intime d'Adolf Hitler, Emil Maurice occupe une place singulière. Il fut l'un des tout premiers, de ceux qui étaient là avant que le pouvoir ne recouvre tout, lorsque le mouvement n'était encore qu'un mélange de réunion, de violence de rue et de loyauté personnelle. Horloger de métier, Maurice se lia à Hitler dès les années initiales du Parti ouvrier allemand et devint quelque chose de très concret. Son premier chauffeur personnel, un homme qui ne se contentait pas de conduire, mais qui était physiquement collé à la routine du chef. Cette proximité précoce lui conféra un statut symbolique qui l'accompagna toujours, même lorsqu'il ne se trouvait plus au centre de la scène. Sa biographie comporte en outre un élément apparemment incompatible avec le régime. Dans le cadre des exigences raciales de plus en plus rigides des SS, Maurice fut exposé en raison d'un antécédent familial que Heinrich Himmler jugeait problématique. Il en résulta l'une de ces exceptions révélatrices du fonctionnement réel du pouvoir. Hitler intervint pour protéger son ancien compagnon et Maurice bénéficia d'un traitement spécial qui lui permit de rester dans l'univers des SS malgré les pressions internes. Cet épisode n'était pas un simple détail domestique. Il signalait ce que signifiait avoir été là avant tous les autres, dans l'orbite personnelle du dictateur. Pendant la guerre, toutefois, la proximité originelle n'équivalait plus à une influence décisive. Maurice ne devint pas un grand commandant opérationnel. Son profil demeura à la frontière du politique et du corporatif au sein du système nazi et sur le plan militaire, il apparaît lié à un service comme officier de la Luftwaffe sur une période limitée, entre 1940 et 1942, ce qui témoigne d'une trajectoire cherchant à s'adapter aux besoins du Reich sans faire de lui une figure de premier plan au front. L'effondrement de 1945 le rattrapa comme tant d'autres, non plus comme le fondateur ni l'homme de la voiture, mais comme un nom de dossier. Les forces américaines le capturèrent le 25 mai 1945 à Starnberg, au sud de Munich. Un lieu qui, en ces jours-là, concentra les déplacements de militaires, de bureaucrates et d'hommes du parti
cherchant à se fondre dans le chaos de la reddition. Pour quelqu'un doté d'un tel passé, cette arrestation n'était pas un simple acte policier. Elle marquait le début d'une évaluation, ce qu'avait réellement été Maurice dans la pratique et ce qui relevait davantage du symbole de l'ancien entourage de Hitler. La réponse officielle vint avec le système de dénazification. En 1948, il fut jugé et condamné à 4 ans dans un camp de travail classé en classe 2, c'est-à-dire comme délinquant ou contrevenant dans cette échelle, au-dessus du simple suiveur passif. Ce point est essentiel. Il ne s'agit pas d'un personnage automatiquement absous au motif qu'il n'aurait été qu'un chauffeur. L'après-guerre le situa comme un élément actif de l'appareil, sans pour autant le considérer comme l'un des concepteurs principaux des crimes majeurs du régime. Après avoir purgé la partie centrale de sa peine, son histoire change de tonalité. Contrairement à des figures restées pendant des décennies dans les tribunaux ou à celles qui prirent la fuite durant des années, Maurice revint à une forme de vie qui semblait un retour en arrière chronologique. Il reprit le métier d'horloger et se réinséra dans l'économie civile de l'Allemagne de l'Ouest. Il est attesté qu'en 1951, il était déjà propriétaire d'une horlogerie à Munich. Ce détail, loin d'être anecdotique, illustre le schéma typique de nombreux cadres précoces du nazisme qui, sans être pris dans les grands procès internationaux, finirent par reconstruire une normalité commerciale dans un pays se réorganisant sous de nouvelles règles et de nouvelles alliances. Sa fin présente elle aussi ce mélange de précision et de flou qui entoure souvent les figures secondaires de l'histoire. Les sources les plus citées situent sa mort au 6 février 1972, avec des divergences quant au lieu exact entre Starnberg et Munich, 2 points très proches l'un de l'autre. Karl Brandt. À la différence d'autres amis ou proches de Hitler dont le pouvoir relevait d'une intimité domestique, Karl Brandt appartenait à la catégorie la plus dangereuse, celle où la proximité personnelle se transforme en autorité d'État. Médecin et chirurgien, il exerça pendant des années comme médecin personnel de Hitler. Cette position ne se limitait pas à des contrôles de santé ou à des consultations. Dans un régime où le dirigeant décidait par signature rapide et ordres verbaux, le médecin présent à ses côtés pouvait devenir un rouage politique, doté d'un accès direct et capable de traduire des volontés en mesures administratives. Le point de rupture tient au fait que Brandt ne resta pas confiné à la sphère privée. Il fut nommé commissaire du Reich pour la santé et la sanité, et son nom fut associé à l'une des politiques les plus sombres de l'État nazi, le programme d'assassinat de personnes considérées comme incurables ou inaptes, présenté sous le langage trompeur de la mort par compassion. Dans la documentation ultérieurement citée par les études et encyclopédies, figure un ordre par lequel Hitler chargeait Brandt, conjointement avec Philippe Bouhler, d'élargir l'autorité de certains médecins afin d'accorder une mort miséricordieuse à des patients jugés sans espoir de guérison. Ce type de formulation bureaucratique condensait une réalité brutale. L'État médicalisait le meurtre et le revêtait de l'apparence d'une décision clinique. Lorsque la guerre prit fin et que le Reich s'effondra, Brandt devint une cible évidente pour les Alliés. Il n'était plus seulement un membre du cercle de Hitler, mais un responsable impliqué dans des politiques sanitaires et des structures intrinsèquement liées à des crimes systématiques. Dans l'après-guerre, un tel profil conduisait généralement à l'une de 2 issues, soit la fuite et un long camouflage, soit la capture et la construction d'un dossier judiciaire exemplaire. Pour Brandt, ce fut la seconde option. Les procès de Nuremberg ne constituèrent pas une procédure unique, mais une série de procès. Parmi les causes dites subséquentes, le procès des médecins fut le premier grand tribunal américain après le tribunal militaire international. Son intitulé officiel ne laissait place à aucune métaphore. États-Unis contre Karl Brandt et autres. La procédure visait des médecins et des administrateurs accusés d'avoir organisé ou participé à des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité par le biais d'expériences médicales et de pratiques imposées à des prisonniers et à des civils. Le procès s'ouvrit le 9 décembre 1946 et se poursuivit jusqu'au 20 août 1947. Brandt comparaissait comme accusé central. Sa personne symbolisait la fusion entre la médecine, le parti et l'État. Sur les images de l'époque, on le voit témoigner, devenu pièce à conviction, d'un système qui, pendant la guerre, s'était présenté comme une modernité scientifique et qui, une fois abattu, apparaissait comme une criminalité planifiée.
Les chefs d'accusation du procès des médecins comprenaient des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, ainsi que l'appartenance à une organisation criminelle, dans un cadre où le tribunal s'attacha à démontrer qu'il ne s'agissait pas d'excès individuels de quelques médecins, mais d'un schéma. Expérimentation forcée, sélection des victimes et utilisation des institutions sanitaires comme dispositif de violence. Dans cette configuration, Brandt n'était pas un technicien, se contentant de signer des documents. Il était une figure de coordination, investie d'une légitimité conférée par Hitler lui-même et par l'appareil du Reich. Le verdict fut sévère. Brandt fut condamné à mort et la sentence fut exécutée par pendaison. La date est fixée dans les registres au 2 juin 1948. Et le lieu de l'exécution fut la prison de Landsberg, en Allemagne, sous occupation alliée. August Kubizek. August Gustl. Kubizek n'était ni un dirigeant, ni un commandant, ni un bureaucrate du parti. Sa proximité avec Adolf Hitler remonte à une période antérieure à tout. Les années d'adolescence et de jeunesse à Linz et à Vienne, lorsque Hitler n'était encore qu'un aspirant artiste sans position politique réelle. C'est précisément pour cette raison que son destin après la guerre eut une particularité. Pour les enquêteurs alliés, Kubizek représentait moins un rouage du régime qu'un témoin possible de la formation précoce du dictateur, une pièce utile pour reconstituer l'origine humaine de la figure que l'Europe venait de vaincre. En 1945, cette valeur potentielle se mêla à un autre problème, les objets et souvenirs que Kubizek avait conservés pendant des décennies. Selon les récits biographiques, en décembre 1945, il rassembla ses souvenirs liés à son amitié avec Hitler et les cacha soigneusement dans le sous-sol de sa maison à Efferding, en Haute-Autriche. C'était un geste défensif, mais aussi le signe qu'il comprenait la portée de ses papiers, cartes postales et dessins. Ce n'étaient pas de simples souvenirs, mais des documents susceptibles de devenir preuves, marchandises ou déclencheurs politiques dans le climat d'occupation et d'épuration. Peu après cette mise à l'abri, Kubizek fut arrêté par les forces américaines. Sa détention le conduisit au camp d'internement de Glasenbach, près de Salzbourg, qui servait de centre de garde et d'interrogatoire pour divers profils liés au nazisme et à l'administration du Reich. Il y fut interrogé par la division d'investigation criminelle de l'armée américaine. Ce détail est important pour deux raisons. D'une part, il confirme que son cas ne fut pas traité comme une simple vérification administrative. D'autre part, il montre l'intérêt spécifique pour sa relation avec Hitler et pour l'éventuelle existence de correspondances, croquis ou témoignages matériels de cette période précoce. Sa maison fut perquisitionnée, mais les documents et dessins cachés n'y furent pas trouvés, du moins selon la reconstruction biographique disponible. Ce détail explique pourquoi, malgré la pression des investigations, Kubizek ne fut pas immédiatement réduit à une source livrant son matériel sous garde. Une partie de ce qu'il possédait resta simplement hors de portée. Après plus d'un an dans ce circuit de détention et d'interrogatoire, il fut libéré le 8 avril 1947. Au fil des années, sa figure entra dans un autre type de débat, celui des récits. Dans l'après-guerre, la société allemande et le monde de l'édition se peuplèrent de mémoires, confessions, défenses et reconstitutions. Kubizek reçut des propositions pour publier son témoignage, mais, selon ce qui est indiqué, il les refusa pendant un temps. Finalement, en 1951, il accepta de préparer son livre pour une maison d'édition autrichienne avec un titre sans ambiguïté sur son intention. Adolf Hitler, mon ami de jeunesse. Le livre parut en 1953 et fit sensation. Non pas en révélant des secrets militaires, mais en offrant une image domestique et précoce de Hitler avant la guerre et le pouvoir. À ce titre, Kubizek occupa un rôle particulier dans la mémoire publique, celui du témoin du avant. Son texte, ensuite traduit dans d'autres langues, alimenta autant la curiosité que le débat sur la fiabilité d'un souvenir qui, par définition, était filtré par des décennies de distance et par le poids incomparable de ce qu'Hitler était devenu. Pour autant, sa position fut claire sur un point. Il insista pour que, malgré la fin définitive de 1945, il n'accepterait pas de nier l'existence de cette amitié dans sa jeunesse. Cette déclaration, citée dans la tradition biographique même du livre, révèle le type de personne qu'il fut après-guerre. Pas un militant politique visible, mais pas non plus quelqu'un prêt à reconstruire sa vie par une rupture publique totale avec son passé juvénile. Son histoire, après la publication, se clôt rapidement.
Il mourut le 23 octobre 1956, à 68 ans, à Linz, et fut enterré à Eferding, le lieu où il avait vécu et où il avait caché ses souvenirs en 1945. Ernst Putzi Hanfstaengl. Ernst Putzi. Hanfstaengl fut peut-être l'ami proche le plus étrange de l'entourage hitlérien. Cosmopolite, bilingue, formé à Harvard, pianiste talentueux et, en même temps, l'un des premiers ponts sociaux qui aidèrent à conférer une certaine respectabilité à un mouvement encore marginal dans la Munich de l'entre-deux-guerres. Lorsque le nazisme arriva au pouvoir, Hanfstaengl occupa un rôle mêlant influence personnelle et fonction publique. Il est souvent décrit comme une figure clé dans la gestion des contacts et de l'image vers l'extérieur, et il exerça même comme chef de la presse étrangère de Hitler. Mais son histoire ne s'arrête pas à la chancellerie ni au bunker. Contrairement à d'autres proches, Hanfstaengl quitta le système avant la fin. Avec le régime déjà consolidé, il commença à perdre du terrain en raison de tensions internes, notamment avec l'appareil de propagande dirigé par Joseph Goebbels, et sa relation avec Hitler devint instable. C'est dans ce contexte qu'apparaît l'un des épisodes les plus cités. Il reçut des ordres scellés pour un prétendu voyage de mission, et il interpréta lui-même cela comme une manœuvre dangereuse. Peu après, il partit d'abord vers la Suisse, puis vers le Royaume-Uni. La guerre le trouva donc hors du Reich, mais cela ne signifiait pas la liberté. Au Royaume-Uni, il fut interné comme étranger ennemi au début du conflit, puis transféré au Canada avec d'autres détenus, selon la politique britannique visant à éloigner certains internés du territoire métropolitain. Ce détail est crucial, car il marque la rupture définitive. Hanfstaengl n'était plus un protégé de la cour nazie. Il était un Allemand au passé embarrassant, retenu par les Alliés et devenu une source potentielle. En 1942 se produisit le tournant le plus singulier de sa vie. Il fut remis aux États-Unis et commença à collaborer avec l'administration Roosevelt dans un projet de renseignement connu sous le nom de S-Project. Entre juin 1942 et septembre 1944, il travailla comme analyste et consultant, fournissant des profils et des informations sur des cadres du régime nazi et, en particulier, sur Hitler. Selon la synthèse biographique la plus répandue, il transmit des informations sur des centaines de dirigeants et prépara un vaste dossier sur la personnalité et les habitudes privées du dictateur. En 1943, sa contribution se relia au célèbre rapport de l'Office of Strategic Services sur la personnalité de Hitler, élaboré par des spécialistes américains cherchant à anticiper les conduites et réactions du leader nazi. L'important ici n'est pas de romantiser sa défection, mais de comprendre le calcul politique. Pour Washington, Hanfstaengl était utile parce qu'il avait été proche, qu'il connaissait les dynamiques internes et qu'il pouvait décrire les traits de l'entourage personnel, informations précieuses pour le renseignement psychologique et la propagande. Pour lui, collaborer constituait également une voie de survie, une manière de se repositionner du côté des vainqueurs avec un capital que lui seul possédait, sa proximité passée avec Hitler. En 1944, il fut remis à la garde britannique et, après la fin de la guerre, rapatrié en Allemagne. Ce retour le plaça dans la zone grise de l'après-guerre. Il ne pouvait se présenter comme résistant dès le départ car son nom était lié à l'ascension nazie. Mais il n'était pas non plus un cadre arrêté en 1945 avec des fonctions actives. Son destin, comme celui de nombreux personnages latéraux à haut accès, fut le retrait et l'écriture. En 1957, il publia un livre de mémoires qui circula ensuite sous d'autres titres, où il reconstitua sa relation avec Hitler et les années perdues avant la guerre. Installé à Munich, il continua à être une source occasionnelle pour journalistes et chercheurs, surtout pour ce qu'il avait vu dans les années 20 et 30 plutôt que pour un rôle réel dans l'Allemagne d'après-guerre. Sa biographie se clôt sans éclat. Il mourut le 6 novembre 1975 à Munich, en Allemagne de l'Ouest. Heinz Ling. Heinz Ling fut probablement le proche le plus littéral d'Adolf Hitler. L'aide de chambre qui gérait sa routine domestique, ses vêtements, l'accès immédiat, les horaires et, dans les derniers jours, même les détails pratiques d'une fin que Hitler lui-même tenta de contrôler jusqu'à la dernière minute. Ling n'était ni ministre ni stratège, mais sa position fit de lui un témoin direct de scènes qui, après 1945, devinrent une obsession politique. La mort de Hitler, le sort de ses restes et l'ensemble des preuves susceptibles de clore les rumeurs.
Linge travaillait avec Hitler depuis 1935 et se trouvait dans le Führerbunker le 30 avril 1945. À partir de ce moment, sa vie se concentra sur une seule question. Que s'est-il réellement passé dans les dernières heures? Dans le chaos du bunker, son rôle cessa d'être domestique et devint opérationnel. Parmi ses tâches, on retrouve une mission répétée dans plusieurs récits. La destruction des traces matérielles du suicide et des corps. L'histoire de l'après-guerre sur la fin de Hitler ne se construisit pas seulement à partir de grands documents. Elle reposait également sur des actions petites et brutales. Déplacer un corps, retirer un tapis taché, brûler des restes, improviser une sépulture sous le feu ennemi. Historiquement, cela fit de Linge un témoin particulièrement recherché. La sortie du bunker dans la nuit du 1er mai ne le conduisit pas à la liberté, mais à une capture presque inévitable. Linge fut arrêté par l'armée rouge à Berlin et son identité fut rapidement révélée. Les sources biographiques le situent capturé près de la zone de Seestrasse et, après confirmation de son identité, transféré sous garde à Moscou, où il fut emprisonné à la prison de Loubianka. Dans la logique soviétique, un témoin comme lui n'était pas qu'un simple prisonnier de guerre. Il constituait une pièce de renseignement. L'État soviétique avait besoin d'établir son propre récit de la fin de Hitler et, si possible, de le protéger contre les doutes, fuites ou versions occidentales. Sa captivité fut longue. Il passa environ 10 ans détenu par les Soviétiques et fut libéré en 1955. Ce fait, à lui seul, le distingue de plusieurs hommes de l'entourage de Hitler qui finirent aux mains des Américains ou des Britanniques et traversèrent des processus de dénazification relativement plus courts. Pour Linge, l'après-guerre ne commença pas par un tribunal ou une classification. Ce fut d'abord isolement, interrogatoire et contrôle politique de son témoignage. Les résumés biographiques indiquent que lui et Otto Gunsch furent intensément interrogés par les services de sécurité soviétiques et, à certains moments, placés en confinement solitaire. Un épisode central de cette période est que Linge participa, sous pression et supervision, à la rédaction d'un dossier destiné à la direction soviétique. Selon les reconstructions biographiques, Linge et Gunsch partagèrent la même cellule pendant une partie de la période 1948 à 1949 et fournirent des détails pour un dossier préparé par des officiers soviétiques présenté à Joseph Staline le 30 décembre 1949. Ce matériel fut publié des décennies plus tard sous le titre The Hitler Book. Ce point est important car il montre l'objectif de Moscou, non seulement savoir ce qui s'est passé, mais s'approprier le témoignage et en faire un document d'État. Comme c'est souvent le cas pour les prisonniers soumis à de longs interrogatoires, son récit ne fut pas linéaire. Les résumés disponibles indiquent que Linge fit des affirmations qu'il nuança ou corrigea ensuite. Par exemple, il déclara d'abord avoir entendu le coup de feu du suicide, avant d'expliquer qu'il avait dit cela pour ne pas paraître faible face aux zones floues de sa mémoire. Il aurait également rectifié certains détails sur la façon dont le corps d'Eva Braun avait été enveloppé. Il ne faut pas interpréter cela comme un simple mensonge ou une vérité. C'est le schéma typique des témoignages produits dans des conditions extrêmes, où l'interrogé cherche à maintenir la cohérence, satisfaire les attentes de l'interrogatoire ou se protéger. Lorsque Linge sortit de la garde soviétique en 1955, son retour en Allemagne de l'Ouest ne fit pas automatiquement de lui un homme libre publiquement. L'après-guerre allemande coexistait avec deux forces opposées. D'un côté, le désir de clore des chapitres, de l'autre, la nécessité de fixer des versions judiciaires et administratives sur des faits précis. En 1956, Linge témoignait devant un tribunal en Allemagne de l'Ouest dans le cadre d'une enquête sur la mort de Hitler. L'importance de cette instance est claire. Il ne s'agissait pas de simple curiosité historique, mais d'une réponse légale et politique face à des doutes persistants et à des narrations alternatives. Parallèlement, son nom resta lié au débat sur les restes. Dans un contexte où circulaient des théories sur une supposée survie de Hitler, Linge affirma qu'aucun corps du dictateur n'avait été découvert en tant que tel, inférant cela d'après le type de questions répétées que les Soviétiques lui posèrent pendant des années. Au-delà de la valeur exacte de cette interprétation, ce détail révèle autre chose. Linge sortit de l'URSS avec l'expérience d'avoir été utilisé comme témoin d'État et avec la certitude que l'information soviétique ne visait pas seulement à éclaircir les faits, mais à contrôler le récit. Heinz Linge mourut le 9 mars 1980 à Hambourg, en Allemagne de l'Ouest.